Avec nous à Panem 360, Mathieu David Gagnon, qui est relativement connu, même de plus en plus connu, sous le pseudonyme Flore Laurentienne. Et Mathieu David, tu as travaillé beaucoup en composition, en arrangement, en orchestration, et maintenant tu as créé ton propre véhicule d'expression qui est Flore Laurentienne, qui en est à son 3e chapitre, c'est-à-dire un chapitre qui s'inspire d'une résidence au Musée des Beaux-Arts de Montréal avec une exposition consacrée, enfin une salle, parce que c'est une exposition permanente, une salle qui est consacrée à Riopelle. Donc, le processus est relativement simple. Tu amènes ton attirail de musique, de création, tes claviers dans la salle où les toiles sont exposées. Tu t'inspires de ces toiles-là et nous y voilà. Nous avons le résultat qui va bientôt être rendu public. Et donc, l'album s'intitule carrément 8 tableaux. Alors, Mathieu David, bonjour. Bonjour. Alors donc, c'est quand même intéressant d'arriver dans une salle d'exposition. Bon, Moussorgsky a fait ça il y a très longtemps, mais là, on se retrouve plus d'un siècle plus tard et ça continue. C'est encore une possibilité de travail pour un compositeur. L'album, les 8 tableaux ont été composés. Il y en a 4 qui viennent d'un balado de Radio-Canada qui s'appelle Dépeindre Riopelle. Okay. Donc, c'était une commande. J'ai fait la musique du balado. Et puis, après m'être imprégné de l'œuvre de Riopelle et après avoir trouvé une espèce après développer une façon d'exprimer des toiles en musique, j'ai décidé de continuer sur cet élan-là et d'écrire d'autres tableaux. Donc, 8 tableaux, c'est 4 tableaux du balado et 4 autres tableaux que j'ai composés par la suite. La résidence au Musée des Beaux-Arts vient s'inscrire à l'approche des 2 spectacles à la Salle Bourgie du 23 et 24 mars prochain. Mais la résidence au Musée des Beaux-Arts m'a permis de jouer plusieurs de ces 8 tableaux-là dans le contexte d'une salle d'exposition. Et quelquefois, les gens pouvaient voir la toile originale sur laquelle j'ai composé la musique, notamment Autriche 3, qui est au Musée des Beaux-Arts, qui est, selon moi, un des plus grands tableaux que Riopelle a peint. Donc, c'était de m'inspirer de ce que je voyais dans la salle pour écrire potentiellement de nouveaux tableaux. Mais c'était aussi pour jouer ces nouveaux tableaux pour préparer un spectacle à la Salle Bourgie. Et donc, prolonger ton œuvre, c'est-à-dire qu'on a déjà 2 albums, en voici un 3e. Ces œuvres-là sont inspirées d'un peintre. Comment fait-on pour établir une corrélation entre les formes, les couleurs, les perceptions, les textures d'un tableau et les transformer en son? Enfin, de quelle manière la magie s'opère? De quelle manière le transfert inspire des sons, inspire des notes, inspire des fréquences et des façons de composer? C'est exactement la question que je me suis posée quand on m'a donné ce mandat-là. Mais vite, ce qui m'est apparu comme une évidence, c'était que quand on regarde un tableau, la musique est un art qui est défini dans le temps. Un tableau ne l'est pas du tout. C'est-à-dire que c'est un processus créatif qui a été fixé dans le temps à un certain moment. Donc, comment faire pour fixer le temps en musique?
Ben, premièrement, ce que j'ai conclu, c'est qu'il fallait que la forme soit différente. Parce qu'une forme dans la musique, une forme classique, t'as le A, le B, on revient au A, après ça on va au C. Donc, pour moi, ça pouvait pas coller à ce projet-là. Parce que lorsqu'on regarde un tableau, on n'a que l'arrêt sur image, mais on ne voit pas tout le processus qu'il y a derrière. Donc, c'est pourquoi j'ai utilisé des formes, en fait, l'absence de forme, et plutôt, j'ai utilisé divers cycles qui se recoupent et qui forment, c'est-à-dire une pulsation, mais plus, c'est-à-dire qui n'est pas mesuré dans un contexte musical normal. Donc, un tableau musical, pour moi, va être une musique qui n'aura pas de début, n'aura pas vraiment de fin, et va être seulement un arrêt sur une fenêtre sur cette composition-là. Et surtout, comment comment traduire une image, une peinture de l'art visuel, c'est que l'art visuel est un médium qui amène à la contemplation. Donc, lorsqu'on est devant une toile, ben, c'est rare que le bassin nous déhanche, nous bouge et qu'on a envie de faire autre chose que de regarder, de contempler, de laisser cette énergie-là s'imprégner en nous. Donc, c'est pour ça que la majorité des pièces de l'album peuvent avoir l'air contemplatives, non seulement dans l'esprit, mais dans la forme. Donc voilà, ça résume un peu une partie du processus. Mm-hmm. Je comprends bien. Enfin, je l'ai écouté et on sent effectivement un côté de linéarité volontaire, c'est-à-dire qu'on pourrait appeler ça du ambient, mais ça serait très réducteur de dire que c'est du ambient. C'est plus complexe que ça. Souvent, ce sont on sent une, deux ou trois sources superposées. Et au fur et à mesure qu'on avance, les pièces vers la fin sont plus chargées, sont plus un peu, bon, je dirais pas violentes, mais il y a plus de stock, il y a plus de, c'est moins contemplatif et c'est plus chargé. Et donc, c'est un peu plus agressif, entre guillemets. Peut-être pas le bon terme exact, là, mais disons qu'on sent qu'il y a des éléments de composition aussi qui amène une plus grande complexité, ce qui n'a rien à voir avec la valeur de la musique en tant que telle, mais c'est ce qu'on ressent lorsqu'on observe les formes sommairement. Et donc, c'est ça qu'on entend. Donc, c'est calme, c'est contemplatif, comme les peintures, j'imagine. Et à un moment donné, peut-être que les derniers tableaux sont un peu plus impliquent et insufflent quelque chose de différent dans la composition. Absolument. L'album est conçu pour s'écouter en vinyle. Donc, la deuxième face est la face, disons, un peu plus corsée, un peu plus expérimentale, un peu plus moderne, parce qu'on sait qu'à son époque, Riopelle était considéré comme un peintre moderne. Et durant toute sa carrière, un artiste libre, donc un artiste qui n'a pas voulu s'enfermer dans un courant, dans un style.
Et effectivement, les premières pièces, donc le côté A du disque est fait pour s'écouter, disons, plus tranquillement. Donc, c'est les toiles plus contemplatives. Et le second, notamment feuille 4 et Autriche 3, ce sont des œuvres qui dégagent énormément d'énergie. Du moins, pas la même, je trouve, que, par exemple, La Nuit bleue. La Nuit bleue, qui est sur le premier côté, est une mosaïque assez classique de son style des années 50. Tout comme Vent traversé qu'il y a au Musée des Beaux-Arts, qui date à peu près des mêmes années. Donc, ces œuvres-là ont un côté, je trouve, comme il y a un ciel étoilé, c'est-à-dire un kaléidoscope de couleurs relativement doux, très, très énergique, mais à la fois avec un chaos qui est filtré par l'émotion, par la beauté. Alors que si on prend feuille 4, qui est la première du second côté, donc là, je trouve qu'à première vue, l'œuvre qu'on a devant nous dégage un côté très très chargé très chargé, très dense. Et la façon dont je me suis pris pour la décrire, pour la mettre en musique, c'est le contraste et l'effet de couche. Parce que oui, tu l'as dit tout à l'heure, il y a beaucoup des pièces qui sont des couches superposées parce que l'œuvre de Riopelle, dans son entièreté, est basée sur la superposition de couches. Donc, en musique, on peut appeler ça de l'orchestration. On peut appeler ça... on peut aussi, c'est-à-dire entrer en relation 3 cycles de durée un peu différente. Entre parenthèses, l'île aux oies est basée sur ce principe-là. Mais si je reviens à feuille 4, c'est que j'ai ce qu'on voit dans l'œuvre, c'est 2 couches. Donc, on a une première couche de fond. Celle qui est au fond représente des feuilles de vraies feuilles qui ont été mises à plat avec de l'encre verte. Ça, pour moi, ça représente la couche naturelle, la couche vivante. Donc, je l'ai décrit dans la pièce musicale avec une mélodie. Une mélodie tonale, supportée par des accords consonants. Donc, cette première couche-là, je l'ai fait vivre de cette façon-là en musique. Et par-dessus, la deuxième couche qu'il y a dans l'œuvre de Riopelle, ce sont des espèces de gribouillis à l'encre au grattoir noir, très, très dense, très aléatoire. Donc ça, je l'ai mis en musique par le bruit. Donc le bruit, en musique, le white noise et le pink noise, le bruit rose étant toutes les fréquences en même temps, au même volume. Ça, je pense que dans la musique, tu peux pas avoir plus chaos que ça parce que la tonalité n'existe plus si toutes les notes ont la même importance. Donc, c'est pour ça que feuille 4 commence
par du bruit. Et de ce bruit-là va émerger la tonalité. Donc, et c'est que le bruit du début doit être assez long pour perdre toute référence et pour que de ce bruit-là, ce qui en résulte, cet accord de mi mineur-là, soit comme c'est-à-dire que la nature, le naturel qui reprend vie et qui surgit de ce chaos-là. Donc, du bruit naît la tonalité qui se déploie jusqu'à un climax. Et à un moment donné, dans la pièce, on peut avoir l'impression qu'on entend des centaines de doigts dans un chant. Eh bien, c'est les notes de la mélodie que j'ai mis dans un séquenceur et que j'ai fait jouer dans un ordre et un rythme aléatoire. Donc, la mélodie va se transformer en un chaos organisé qui va prendre le dessus et qui va se terminer sous les accords de la mélodie originale. Donc, c'est une façon, disons, plus imagée, plus descriptive de rendre une toile en musique. Donc, c'est une forme, disons, qui évolue, mais c'est pas une forme symétrique et qui revient avec des parties. Ouais. Ce qui est intéressant, c'est que les formes de tes compositions se sont transformées cette fois-ci. On peut dire que les deux premiers albums étaient dans un cycle, je dirais pas similaire, mais comparable. C'est-à-dire que le deuxième album était une suite de ce qu'on avait découvert au départ. Et là, on se retrouve, comme tu le décris très bien d'ailleurs, avec une première phase contemplative, avec des superpositions assez minimalistes, c'est-à-dire, bon, un synthé, un bourdon et un autre élément sonore. Donc, des fois, une, deux ou trois feuilles, entre guillemets, sonores qui se superposent. Et, comme tu le décris, on se retrouve dans la phase B du vinyle avec beaucoup plus de charge. Et donc, ce qui est intéressant aussi, c'est que tu utilises des formes atonales, des formes bruitistes et des formes tonales. Donc, de la façon que tu le décris, c'est intéressant, c'est que la libération se passe dans un ordre naturel, entre guillemets, alors qu'au départ, il y a toutes sortes de, je ne dirais pas des irritants sonores, au contraire, ça fait partie de la musique et c'est de la musique en ce qui me concerne, mais pour d'autres, c'est peut-être beaucoup plus proche du bruitisme, c'est-à-dire du bruit, des sons non organisés ou anarchiques qui peuvent finalement témoigner d'une sorte de chaos, alors que les deux univers sont totalement liés au fond. Absolument. Puis je crois qu'on est une société aussi qui a peur du silence. Et dans la musique aussi. Donc, si on prend la pièce Autriche 3, où ce n'est qu'un accord de guitare entrecoupé de silence, ce silence-là devient également de la musique. Donc, c'est l'absence d'un élément peut, comme c'est-à-dire le trop plein d'éléments, le bruit peut devenir un élément musical de la musique, mais le silence, à son tour, peut également être de la musique très, très puissante. C'est vrai. Maintenant, sur scène, évidemment, ce genre de concept-là, ne doit-on pas le présenter d'une manière intégrale, c'est-à-dire ne pas le mêler avec d'autres pièces précédentes ou quoi que ce soit, ou peut-être jouer les pièces précédentes qui ont été composées précédemment, je veux dire. Ce serait pas mieux de le présenter intégralement comme un chapitre du concert et la deuxième partie ou une autre partie avec des pièces que les gens connaissent? Ou bien comment vois-tu toi-même la transposition sur scène?
c'est très étonnant parce qu'elle, dépendant de la façon dont elles sont placées dans le spectacle, et souvent on les enchaîne, je te dirais que ça fait 3-4 mois qu'on les joue déjà en spectacle, ces pièces-là. Même 3-4 mois, non, si tu étais au show du national, on a ouvert avec Autriche 3. Donc, ça fait plus d'1 an qu'on les joue déjà. Et ces pièces-là sont écrites de façon... sont interprétées seulement par moi et des claviers. À la maison, des vieux claviers. Donc, ces pièces-là prennent une totale autre dimension lorsqu'elles sont jouées avec des musiciens, notamment la Nuit bleue avec un orchestre à cordes fonctionne hyper bien parce que c'est un matériel musical excessivement simple. Donc, plus le matériel musical est simple, plus c'est facile de le transposer à d'autres instruments. Et lorsque c'est transposé avec des musiciens, on obtient le facteur vivant. Donc, le facteur interprétation et le facteur que ce ne sera jamais la même pièce de musique soir après soir. Parce qu'il y a de l'improvisation à travers ces pièces-là. Donc, sur le disque, selon moi, ce sont une interprétation de ces pièces-là. Et c'est très étonnant comment les synthétiseurs fonctionnent bien avec la peinture. Mais le 23 et 24 mars prochain, on va jouer 4 ou 5 ou 6 de ces tableaux-là avec un orchestre de 19 musiciens. Donc, oui. Je suis sûr que ça va être différent, mais le ressenti ou c'est-à-dire ce qui ressort de la musique et du tableau, le sentiment, l'expression va être la même, je crois. Allez-vous projeter les tableaux sur scène? Les tableaux seront-ils avec vous? Non, c'est pas prévu. C'est Flore Laurentienne en spectacle. Disons qu'on a tellement de musiciens. Le groupe normal se constitue de 7 musiciens et d'un soundman. Donc, on tourne à 8. Donc, c'est pas possible pour nous d'avoir des éclairages et des projections, et je préfère que les gens se concentrent sur la musique et sur les musiciens vivants qui jouent, parce que ça existe encore des musiciens vivants qui jouent de la musique en concert. Donc, c'est pas mon but, c'est-à-dire de dévier l'attention sur autre chose. Je préfère que les gens se rendent compte. De toute façon, il y a assez d'écrans dans la vie qui vont le faire quand ils vont rentrer chez eux. Exactement. Exactement. Si on veut visionner et faire les liens avec les toiles, on peut très bien le faire à la maison ou même avec son téléphone pendant que le show a lieu. Mais je pense pas qu'on fera ça. La formule orchestre de chambre, donc à 19 musiciens, si j'ai bien compris, est-ce qu'elle sera répétée ou seulement 2 fois à Bourget et c'est tout?
Ça se peut que ce soit répété. Je peux pas trop parler encore, mais c'est un spectacle qui va être facilement représentable parce que les partitions écrites vont exister. Donc, non, c'est pas dit que ça se refera pas. On va enregistrer le concert, donc on va voir après si c'est intéressant. Je pense que ça le sera. Je pense aussi que ça le sera. L'album est déjà concluant aux premières écoutes. Les albums précédents le sont. La progression de Flore Laurentienne sur scène devant public est vraiment extraordinaire. Et donc aussi, c'est un des jeunes orchestres de chambre qui inclut évidemment une instrumentation aussi moderne et de nature prog rock ou encore électronique, qui se mêle à de la musique instrumentale avec des instruments acoustiques. Et cet amalgame-là, tu l'as vraiment bien développé. Et voici le 3e chapitre. Merci beaucoup, Mathieu. Ça fait plaisir. Est-ce que l'entrevue est terminée?